L'Iran pris au cœur d'une spirale inédite. Depuis une dizaine de jours, le pays fait face à une escalade régionale face à Israël et aux États-Unis. Le régime tiendra-t-il face aux pressions internationales et aux fractures internes? Quelle place pour l'opposition? L'avenir politique de l'Iran est plus incertain que jamais. Et si tout devait basculer, qui pourrait prendre la relève? Pour comprendre ce moment charnière, Azadekian, spécialiste de l'Iran contemporain, est notre invité. Bonjour Azadekian. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, Azadekian. Je rappelle que vous êtes sociologue franco-iranienne et professeure de sociologie également. Je le disais, une spirale de violence inédite. La majorité des victimes jusque-là sont des civils, alors même qu'Israël et les États-Unis disent cibler essentiellement les sites nucléaires. Est-ce que vous, Azadekian, vous vous attendiez à des attaques d'une telle ampleur? Absolument pas, dans la mesure où, souvenons-nous, avant les bombardements israéliens, Iran et États-Unis avaient commencé des négociations portant essentiellement sur le nucléaire iranien. Ils avaient fait 5 rounds de négociations et le dimanche, il fallait aussi le 6e round. Mais juste avant, c'est-à-dire le vendredi matin, tôt, Israël décide d'attaquer et de bombarder l'Iran. Et donc, de ce fait, les négociations n'ont pas pu continuer entre Iran et États-Unis. Je pense que, bien sûr, Netanyahou poursuivait le but de torpiller ces négociations Iran-États-Unis qui avait peut-être une petite chance d'ailleurs d'aboutir, auquel cas les sanctions internationales et surtout états-uniennes auraient pu être levées contre l'Iran. L'Iran aurait pu accepter de soit suspendre l'enrichissement, soit n'enrichir qu'à 3,5%. Et on aurait pu voir la réintégration de ce pays au sein de la communauté internationale. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Netanyahou voulait aussi, à mon avis, détourner le regard du Gaza où il continue à massacrer, comme vous le savez, des Palestiniens. Troisièmement, se maintenir au pouvoir parce qu'on sait que la popularité de Netanyahou avait largement baissé et il a dû faire face à une crise avec sa coalition. Donc, pour l'ensemble de ces raisons, il attaque l'Iran sans raison valable, soi-disant il appelle ça la guerre préventive, ce qui est contraire au droit international. Vous dites, et vous venez de parler à l'instant, Azadekian, de la Palestine, vous avez dit, il y a quelques jours, à nos confrères du journal français L'Humanité, que les Iraniens sont totalement sous le choc, et vous vous demandez comment, je vous cite, comment l'armée israélienne peut prétendre viser précisément des chefs militaires dans des tours de 20 ou 30 étages, dans des quartiers résidentiels. Azadekian, est-ce que vous avez le sentiment que Téhéran, c'est difficile à poser cette question pour vous. Est-ce que Téhéran, ça pourrait être le futur Gaza? Je pense que le but, effectivement, c'est ça. Et on pense que c'est déjà le cas dans certains quartiers de Téhéran. Quand on voit les images d'un certain nombre de quartiers résidentiels où un soi-disant chef militaire ou politique habitait, comme vous venez de le dire, l'immeuble en entier a été attaqué et les voisins, beaucoup de voisins, beaucoup d'enfants et femmes ont été tués. À l'heure actuelle, le bilan provisoire, très provisoire, est à peu près 800 personnes tuées en Iran, 800 civils tués en Iran et plusieurs milliers de blessés qui sont dans les hôpitaux. Il y a plusieurs hôpitaux qui ont été attaqués aussi, dont un à Kermanshah, à l'ouest de l'Iran, où plusieurs malades ont été effectivement, qui étaient à l'hôpital, sont morts. Plusieurs ont été blessés, mais également un hôpital qui a été touché aussi au nord-ouest de Téhéran. Et j'en passe surtout, effectivement, des cas, par exemple, on se pose la question de savoir pourquoi on attaque un réservoir d'eau, un réservoir de pétrole à Téhéran, des quartiers résidentiels. Donc, effectivement, c'est pour moi le début d'un deuxième Gaza. Bien sûr, ça va pas pour Netanyahou. Il doit avoir des conséquences beaucoup plus importantes et graves qu'à Gaza parce que le régime islamique d'Iran est en train de riposter avec ses missiles, etc. Mais effectivement, c'est ça la crainte. Alors, vous parliez du bilan
à l'instant, à Zadekian, le régime, on entend souvent ces derniers jours que le régime iranien cherche à minimiser le bilan des civils tués. Les sources officielles avancent un chiffre d'à peu près 300 tués, alors que certaines ONG évoquent le chiffre de 700, voire 800, comme vous venez de l'évoquer. Est-ce que cette posture est tenable sur la durée et qu'est-ce qu'elle dit de l'état du régime actuellement? Écoutez, de toute façon, le régime islamique d'Iran veut rassurer la population iranienne pour leur dire qu'ils sont toujours à la manette et il les protège, raison pour laquelle il ne donne pas encore des réels chiffres, mais les organisations de la défense des droits humains et aussi les médecins eux-mêmes qui reçoivent des blessés, par exemple, et aussi la Croix-Rouge iranienne. Il y a tout ça tous ces organismes et qui donne des chiffres différents, mais donne Oui. effectivement une estimation plus proche de la réalité. Par exemple, comme vous disiez, quand on attaque des quartiers résidentiels, et je vois que des immeubles entiers avaient été détruits dans ces immeubles, en moyenne, 4 personnes vivaient dans chaque appartement. Donc on peut. Et nous, on connaît aussi personnellement des gens qui avaient été tués ou blessés. Donc, ça montre l'ampleur euh, de ces pertes humaines. Et bien évidemment, je veux dire, le régime islamique d'Iran est un régime qui est décrié illégitime par sa propre population. Plusieurs mouvements sociaux ont eu lieu en Iran récemment, 2018-2019, c'était des mouvements très populaires, de classe populaire qui protestaient. 2022, c'est le mouvement Femmes et Liberté où des pans entiers des partis de l'Iran, et, à la fois les partis, disons, centrales, mais également kurdes, également baloutches, ont participé activement à ce mouvement. Et aujourd'hui, du fait des attaques israéliennes et plus récemment les bombardements américains contre les installations nucléaires, la répression s'est intensifiée en Iran contre les opposants et contre la population, d'une part, et en même temps la société civile iranienne qui est en train de monter, eh bien, est aujourd'hui quasiment inexistante. Donc, ça peut répondre à aussi votre interrogation. Dans Oui. l'hypothèse où le régime tombe, bah déjà, on n'en est pas là. Euh, Hier, le président iranien Oui. a fait un bain de foule euh, dans les rues de Téhéran. Il se cache Dimanche pas. 22 juin, on le rappelle, juste quelques heures après les frappes américaines, hein, sur les sites nucléaires iraniens. Parce qu'on ne voit pas le guide, qui Oui. visiblement le guide Khamenei qui se cache, mais le président Pezeshkian a tenu à sortir pour montrer qu'il ne se cachait pas. Oui. Voilà. Donc en fait, ce régime n'a pas perdu toutes ses capacités, loin de là, et n'est pas du tout prêt, à mon sens, à chuter aujourd'hui. Alors, le président qui fait son bain de foule, comme vous venez de le dire, à Zadekian, il y a aussi le guide suprême Ali Khamenei, qui craint d'être assassiné par Israël ou les États-Unis, qui ne cache pas d'ailleurs cette menace, en parle d'ailleurs ouvertement. On parle ici donc évidemment de l'ayatollah, qui aurait, selon une information du New York Times, déjà désigné ses potentiels successeurs. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui de l'état de ce régime, un régime qui va persister, qui dit clairement on ne va pas lâcher, on a déjà préparé la relève? Et tout à fait, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que on constate que déjà il faut se rendre à l'évidence que de toute façon on est face à la prise de pouvoir de plus en plus grande et ce depuis plusieurs années des gardiens de la révolution, pas Ayatollah Khamenei, même si statutairement c'est lui qui les nomme, mais en fait les décisions importantes sont prises par les gardiens de la révolution, les pasdarans, et d'une part, d'autre part, en temps de guerre comme aujourd'hui leur pouvoir a été démultiplié
par je ne sais pas combien, enfin, vous voyez bien ce que je veux dire. Donc, le guide, effectivement, a déjà pensé à sa succession et c'était même avant la guerre, il y avait des, pour parler, où il y avait des discussions, je dirais, quant à la succession du guide, parce que le guide est âgé, il est malade. Donc, il y avait des noms qui circulaient, dont son propre fils Mojtaba, mais il avait dit non, moi je veux pas que mon fils me succède. On a parlé d'un conseil de trois ayatollahs parce que c'était un statut qui avait existé au début dans la constitution iranienne. Et donc, voilà, on constate que de toute façon, ce conseil ou même une personne qui est membre de l'Assemblée des experts qui va succéder au guide si jamais il venait à disparaître, ça change rien. De Oui. toute façon, ce que je veux dire, c'est que la vie va continuer. Les gardiens de la révolution vont continuer à exister, à prendre des décisions. C'est eux qui, maintenant, depuis de nombreuses années, possèdent des pans entiers de l'économie iranienne. Idéologiquement, c'est eux, ils ont leur service de renseignement et qui est très actif à l'heure actuelle. Et surtout, c'est eux qui possèdent aussi les armements. Le guide, qu'il soit là ou pas là, ça change pas, à mon sens, grand-chose. C'est pas ça qui va, je veux dire, faire tomber le régime. Et on entend souvent aussi parler de lui. Lui, c'est Reza Pahlavi, le petit-fils du Shah d'Iran, qui prend la parole, qui ne fait pas grand mystère de son soutien à l'offensive israélienne en cours, qui précise que c'est une guerre Israël face au guide de la révolution et non Israël contre les Iraniens. Le regard que vous portez, Azadekian, sur ce discours, Reza Pahlavi, est-ce qu'il peut convaincre? Est-ce qu'il a une cote de popularité au sein des Iraniens et des Iraniennes? Un retour de la monarchie, tiens, en Iran. Est-ce que c'est une piste crédible? Écoutez, à mon sens, non, et surtout pas aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant le mouvement Femmes, Vie, Liberté en 2022, Reza Pahlavi, parce qu'il est justement le fils du Shah d'Iran et que il n'était pas impliqué en politique, il a essayé de faire une coalition, de rassembler un certain nombre, en tout cas, d'opposants, etc. Il avait gagné de la popularité en Iran parmi un certain nombre de personnes, voilà, pas plus, c'est-à-dire qu'il a obtenu en fait par Internet, par des réseaux sociaux, environ 400 000 personnes en tout et pour tout à travers le monde des Iraniens ont voté pour lui. 400 000, l'Iran a 90 millions d'habitants. Voilà, un peu de légitimité. Et puis aujourd'hui, avec déjà pendant la guerre de Gaza, il est allé en Israël sans dire un mot de sympathie ou quoi que ce soit pour les Palestiniens qui étaient en train, et le sont d'ailleurs, en train d'être tués sur les bombes et israéliens d'une part, d'autre part. Et puis quand son propre pays est en train d'être bombardé, ces Iraniens qui sont en train d'être tués, il soutient l'offensive israélienne. Il a même, à ma connaissance, perdu le peu de légitimité qui lui en restait. Parce que, souvenez-vous, les Moudjahidines du peuple, qui constituent l'opposition armée au régime et qui sont surtout installés maintenant en Irak, en Albanie et aussi en France, eh bien, pendant la guerre Iran-Irak 1980-1989, ont soutenu Saddam Hussein, sont allés en Irak et ont effectivement attaqué l'Iran avec les équipements militaires de Saddam Hussein. Et encore aujourd'hui, tant d'années plus tard, les Iraniens n'ont pas oublié, ne les ont pas pardonnés. Ils sont vraiment détestés en Iran. Et imaginez Reza Pahlavi qui est en train de collaborer avec Israël pour bombarder leur propre pays, des sites qui sont bombardés, des hôpitaux, des structures, ce sont des infrastructures qui appartiennent à la population iranienne, c'est pas des infrastructures de régime, ça appartient à l'État, ça appartient à la population. Donc, à ma connaissance, non, il a commis une erreur qui va lui être fatale. On ne peut pas imposer, si vous voulez, quelqu'un de l'extérieur à l'Iran. L'opposition interne existe, cette opposition
était en train de monter en Oui. puissance, était en train d'essayer de se mobiliser, de s'organiser. Bon, on est au courant, par exemple, des organisations estudiantines, des organisations de femmes, etc., qui étaient ouvrières, toutes sortes de euh, organisations qui étaient en train de réémerger après les répressions féroces de après Femmes et Liberté. Et là, aujourd'hui, bien évidemment, ils ont été très affaiblis par les attaques israéliennes et américaines. Et il ne faut pas du tout s'attendre à ce que les Iraniens acceptent qu'on leur impose quelqu'un de l'extérieur, que ce soit les Moudjahidines ou Reza Pahlavi. On entend aussi à Zedekian, et vous l'avez sans doute remarqué dans certains médias occidentaux, cette musique un peu lancinante que l'opposition iranienne aurait peut-être besoin d'un coup de main extérieur pour renverser le régime en place. Mais surtout, et la question fondamentale, est-ce qu'elle le veut, ce coup de main? Ce coup de main que je mets entre Absolument mille pas. guillemets. Écoutez, absolument pas, parce que encore une fois, je dois vous rappeler un peu l'histoire, ne Oui. serait-ce que récente de l'Iran. Et le fait que l'Iran n'a jamais été colonisé, ça reste quand même une fierté pour beaucoup d'Iraniens de dire on a toujours résisté. La première révolution constitutionnaliste a eu lieu en Iran en 1906 contre l'absolutisme, contre les influences étrangères en Iran. Donc, et puis ça a continué, plusieurs types. Première renationalisation du pétrole, c'est en Iran en 1951. Un gouvernement démocratique de Mossadegh qui, souvenez-vous, a été renversé par les États-Unis après avoir justement imposé des sanctions internationales contre le pétrole iranien. Déjà à l'époque, la révolution de 79, enfin, c'est un pays très mouvementé avec énormément de mouvements sociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont la population qui ont toujours essayé de décider, essayé d'imposer leurs souhaits à la fois à leur régime, mais aussi aux puissances étrangères, et n'ont absolument pas besoin de quelqu'un pour les libérer. Et ce quelqu'un est Netanyahou, mais Netanyahou, c'est un criminel de guerre. Trump est un populiste, c'est un fascisant, et on sait qu'il y a des Américains n'en peuvent plus non plus de lui. Il y a toujours des manifestations contre Trump. Aujourd'hui, il y a des voix qui se lèvent pour même aller jusqu'à sa destitution parce qu'il a pris la décision de bombarder les sites nucléaires de l'Iran. C'est contraire au droit international déjà. On ne bombarde pas des sites nucléaires. Les États-Unis ont signé les conventions relatives à ça, à ces droits, et d'une part, et d'autre part, sont membres de l'AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique. Israël a plusieurs ogives nucléaires, a des dizaines d'ogives nucléaires, prétend être menacé par un pays qui n'a pas d'ogive nucléaire. Et nous, on veut pas, les Iraniens, on ne veut pas la bombe atomique, bien évidemment, mais comment est-ce qu'un pays qui est soutenu par les grandes puissances, n'oublions pas les États-Unis, mais aussi la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, qui se sont prononcés en faveur d'Israël au début, même si aujourd'hui ils sont en train de changer pour les Européens, je parle de leur position, peut dire je suis menacé par un pays qui n'a pas de bombe. C'est tout ça, c'est hallucinant. D'une part, l'AIEA, qu'est-ce qu'il fait l'AIEA? Bon, on va voir hein, Oui. ce que sort de leur... l'AIEA doit et a le droit de condamner les attaques contre les installations nucléaires de l'Iran. Ça peut être absolument très dangereux aussi pour l'environnement, pour la population. Zedekian, on la sent votre émotion aujourd'hui, et d'ailleurs on en parlait en off juste avant le début de cet entretien, de la difficulté que vous rencontrez à contacter vos proches, et vous en avez encore pas mal en Iran, à Téhéran, sur place. D'où ma question pour vous, spontanée. Que représente aujourd'hui la diaspora iranienne dont vous êtes membre? euh, Est-ce qu'elle est influente? Est-ce qu'elle peut changer le cours des choses? Est-ce qu'elle peut alerter sur la gravité de la situation? Que peut-elle, cette diaspora, Zedekian?
La diaspora iranienne, à l'image aussi de la population iranienne, n'est pas du tout homogène. Il y a une hétérogénéité importante au sein de cette même diaspora. Il y a des gens vraiment comme moi qui aiment leur pays et qui sont contre le régime islamique d'Iran, sont pour le mouvement Femmes Liberté. Nous avons milité depuis l'étranger pour ce mouvement qui voulons effectivement un changement mais changement opéré par des Iraniens eux-mêmes, et ça prend du temps, bien évidemment, mais on était sur la bonne voie. Et donc, nous, on essaie à travers nos interventions. Il y a eu plusieurs manifestations, dont une hier, dont une autre il y a 3 jours à Paris, par exemple, à alerter l'opinion publique française. On fait des pétitions. Voilà, on essaie par tous les moyens d'alerter l'opinion publique, en tout cas européenne. Et j'ai des amis et des collègues aux États-Unis qui sont en train de faire pareil là-bas pour, à travers les médias américains aussi, d'influencer l'opinion publique. Nous, on peut pas faire plus que ça, mais bon, on est vraiment attaqué, insulté, parfois menacé de mort par exemple, un certain nombre de militants de Reza Pahlavi qui ne tolèrent pas qu'on soit contre eux et qui on dise et qu'on dise bah, écoutez, il faut sauver le pays à l'heure actuelle. Le pays est en train d'être attaqué, bombardé, donc il faut sauver l'Iran d'abord avant de vouloir s'imposer à l'aide d'une puissance ou des puissances étrangères, et que de toute façon ça ne marchera pas. Voilà. Donc la diaspora aime, enfin il y a des gens de la diaspora qui aiment leur pays, d'autres, et donc qui ne veulent pas la guerre, qui demandent le cessez-le-feu et des négociations et le retour de la diplomatie, mais d'autres qui pensent effectivement qu'à travers ou grâce à cette guerre imposée, ils peuvent retourner en Iran et arriver au pouvoir, que ce soit les Moudjahidines du peuple ou que ce soit Reza Pahlavi. Et ça, à mon avis, ils ont tort, ils connaissent pas l'Iran. Et vous savez quoi, je pense que ça va créer un chaos pas possible pour l'ensemble de la région, pas seulement l'Iran. Et on connaît les projets qui sont derrière tout ça: démembrement de l'Iran, l'affaiblissement de l'Iran, qui est un grand pays, 3 fois la taille de la France, 90 millions d'habitants, un pays qui est très riche. Donc effectivement, le but ultime, c'est aussi de se débarrasser de ce régime qui est corrompu, qui est usurpateur et qui est dictatorial, mais par les Iraniens, pas par les étrangers. Ça sera le mot de la fin, Azadekian. Merci immensément d'avoir accepté de répondre aux questions de tel quel. Azadekian, vous étiez en direct depuis Paris. Vous êtes sociologue franco-iranienne, professeure au sein de l'université Paris-Cité. Très bonne journée à vous. Merci, bonne journée. C'était l'œil de l'expert. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Pour élargir vos horizons et mieux comprendre les enjeux géostratégiques de ce conflit, n'hésitez pas à écouter et regarder aussi le dernier épisode de Tel Quel Talk consacré à cette actualité. En attendant, abonnez-vous à telquel.ma pour suivre l'essentiel des faits marquants de l'actualité nationale et internationale.